Bonjour à tous, bienvenue dans le studio du groupe Nice Matin pour cette grande interview avec Éric Zemmour à l'occasion de la sortie de son livre Je n'ai pas dit mon dernier mot. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. L'actualité est riche, hein, Éric Zemmour. Nous vous interrogerons avec Lionel Paoli, reporter politique du groupe Nice Matin. Bonjour Lionel. Bonjour Denis, bonjour Monsieur Zemmour. Bonjour. Éric Zemmour, vous êtes dans notre région pendant 3 jours, une région que vous avez arpentée l'année dernière, d'abord en tant que candidat à la présidentielle, puis candidat aux législatives. Quel accueil avez-vous reçu hier dans le Var, 10 mois après votre défaite aux législatives dans le golfe de Saint-Tropez? Comme d'habitude, je suis accueilli chaleureusement par des gens enthousiastes, des gens à la fois qui me manifestent leur affection, mais aussi qui ont compris l'enjeu historique auquel la France est confrontée, c'est-à-dire le grand remplacement, cet remplacement de population, et qui ont compris que j'étais le seul candidat à la présidentielle dans la vie politique française à avoir conscience de cet enjeu et à être déterminé à lutter et à tenter d'arrêter ce phénomène implacable. Vous ressentez encore une attente? Ah, plus qu'une attente, je vous assure. D'ailleurs, j'ai lu l'excellent article ce matin dans Var Matin qui relate ma séance de dédicace hier dans le Var, à Cogolin. Et les gens disent tenez bon, ça sera pour la prochaine, ne nous l'abandonnez pas, il faut absolument faire quelque chose, etc., etc., pour nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, c'est une attente historique, en vérité. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a vraiment une inquiétude sourde parmi les Français, bien au-delà du résultat électoral de la présidentielle. Ça vous fait d'autant plus regretter de ne pas avoir été élu député? Vous savez, j'ai regretté de ne pas être élu député parce que j'aurais voulu représenter les Varois de la 4e circonscription. Mais franchement, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Il y a les feux de la rampe, oui, il y a l'actualité, oui, mais qui est utile là-dedans? Personne, en vérité. On voit bien que être à l'Assemblée sans avoir la majorité ne sert pas à grand-chose. On voit bien que les 89 députés du Rassemblement national ne servent à rien. On voit bien que tout le monde, en plus, se soumet idéologiquement et politiquement à la NUPES. Je suis très frappé de cette gauchisation du paysage politique qui touche tous les groupes présents à l'Assemblée, même LR, même le RN. Je suis très frappé par ça. Il y a vraiment ce que j'appelle une nupesisation de la vie politique française. Donc finalement, il y a toujours un bien dans un mal, vous savez. Donc je pense qu'il y a un bien à mon absence à l'Assemblée, c'est que moi, je suis complètement imperméable à cette gauchisation, cette nupécisation, cette mélanchonisation de la vie politique française. Et je reste résolument son adversaire le plus déterminé et le plus cohérent, je crois. Alors on va y revenir, mais dans l'actualité immédiate, il y a ce drame cette nuit à Marseille. 3 personnes ont été tuées par balle, 3 fusillades différentes. Le pronostic vital de plusieurs personnes est engagé, ça porte à 13. Le nombre de décès depuis le début de l'année, rien qu'à Marseille. Alors la question, selon vous, que faudrait-il faire? Vous savez, il y a 2 faits qui ne sont contestés désormais par personne. On a mis du temps, mais aujourd'hui, ce n'est plus contesté par personne. Le premier, c'est qu'il y a une explosion de la délinquance, des vols, des violences, même une remontée historique du taux de crime. Monsieur Alain Bauer explique ça très bien. Bon. Deuxième fait qui n'est plus contesté aujourd'hui par personne, c'est qu'il y a un rapport entre l'immigration et cette délinquance, cette explosion de la délinquance. J'ai été condamné il y a 10 ans pour cela. Aujourd'hui, M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, ne dit pas autre chose. Je crois qu'il y a à Nice 60% des prisonniers qui sont étrangers. On parle des étrangers, on ne parle même pas des immigrés, où là, on doit atteindre de l'ordre de 90%. Donc, ça, c'est les 2 faits incontestés. Maintenant, on diffère sur les interprétations. Les uns expliquent que c'est la pauvreté, la misère, comme si tous les pauvres dans la France périphérique tiraient à tout va et trafiquaient la drogue. Les autres disent que c'est les discriminations qu'ils subissent. Moi, j'ai mon analyse. Je pense qu'il y a différents critères, que nous avons une population très jeune, très violente, qui vient de contrées
culturellement où la violence est endémique, où l'État est faible, est inexistant et pas légitime. Et en plus, nous avons une population largement musulmane, largement arabo-musulmane, qui là tient une revanche historique consciemment ou inconsciemment, contre l'ancien colonisateur et contre l'ancien infidèle, les croisés, comme disaient jadis les gens de Daesh. Donc il y a tout ce contexte-là. Marseille, vous savez, ça fait des années que Marseille est une ville complètement gangrénée par une immigration massive arabo-musulmane qui fait que ce n'est plus vraiment une ville française à part quelques îlots le plus protégés possible. Je dirais d'ailleurs que Nice en prend le chemin quand j'ai vu les images de ces milices, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de ces milices islamiques qui ont des kalachnikovs à la main dans le quartier des Moulins, c'est bien cela. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des kalachnikovs dans un quartier? Ça veut dire que ces quartiers ne sont plus français, n'appartiennent plus à la République française. Il y a un autre ordre qui règne. Ce n'est plus l'ordre de la République française qui règne, c'est l'ordre des milices islamiques, c'est des petites républiques islamiques, des territoires conquis de l'islam, et on voit bien qui fait régner l'ordre. Très bien. Donc, sur la réforme des retraites également, c'est autre chose. Vous appelez le gouvernement à rétablir l'ordre. Selon vous, la violence n'est que du côté des manifestants? Ah, vous savez, d'abord, il y a une chose. Si il n'y a pas d'agression des manifestants qui viennent avec des armes de plus en plus sophistiquées, des armes de guerre... Là, vous parlez des casseurs. Je parle des casseurs, bien sûr, je ne parle pas des manifestants. Mais malheureusement, depuis quelques semaines, les manifestations sont pourries par les casseurs, comme il y a eu au temps des Gilets jaunes. Donc la police est obligée de réagir. C'est la police qui est agressée. Il y a eu, je crois, des centaines de blessés dans les dernières manifestations, que ça soit à Sainte-Soline ou que ça soit pour la réforme des retraites. Donc la police doit réagir. Deuxièmement, sur le plan des principes, on parle de violence policière. Mais cette expression n'a pas lieu d'être, puisque la police a le monopole de la violence. Donc la police doit être violente si le cas est nécessaire. Et c'est même elle qui a ce monopole de la violence. Sinon, il n'y a plus d'État. Mais quand vous voyez par exemple un SDF qui se prend des taloches de policiers, quand vous voyez des passants, des journalistes qui prennent des coups au passage, ça vous paraît légitime? Vous savez, ça ne me paraît évidemment pas bien, ni légitime, mais ils sont Est-ce que pris... c'est condamnable? Non, c'est condamnable individuellement. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre le contexte. Je vous répète, ce sont les policiers qui sont agressés. Moi, je défends la police. Et je pense qu'elle doit légitimement rétablir l'ordre. Il peut y avoir ici ou là, malheureusement, des cas qui ne sont pas corrects et qui ne devraient pas avoir lieu. Mais il faut voir le contexte, il faut voir dans l'effervescence de cette bataille folle et de ces agressions contre les policiers. Je trouve ça déjà miraculeux qu'il y ait aussi peu. Vous voyez, aussi peu de ces cas que vous décrivez, ce qu'approuve le contrôle, le self-control des policiers. Cette violence, que ce soit lors des manifestations ou comme on l'a vu le week-end dernier à Sainte-Soline, qu'est-ce que ça dit de l'état du pays? Ça dit qu'il y a, d'ailleurs, c'est intéressant d'ailleurs votre interview, comme elle est construite, c'est qu'on a commencé par les violences venues de la délinquance immigrée et islamique, et on poursuit par la violence d'extrême gauche. Ce sont aujourd'hui les deux matrices de la violence et des gens qui luttent à la fois contre l'État républicain et contre la France. Ces deux-là, d'ailleurs, le rêve des seconds, c'est-à-dire de l'extrême gauche, est de rallier à leur cause les premiers, mais vous remarquerez on l'avait vu d'ailleurs pour les Gilets jaunes, vous remarquerez que dans les manifestations contre la retraite ou contre Sainte-Soline, et même dans les violences de Black Blocs et d'Antifa, il n'y a quasiment pas de jeunes issus de l'immigration arabo-musulmane. Donc ces deux violences séparées, les jeunes des quartiers arabo-musulmans se foutent complètement des manifestations pour la retraite ou pour Sainte-Soline. Ce sont des affaires de Français pour eux, de Gaulois comme ils disent. Et il y a la violence des Black Blocs, la violence d'extrême gauche, la violence d'Antifa qui est, qui est ancrée
historiquement en France dans les violences de la Révolution française, dans les violences des sans-culottes, dans les violences de la terreur de 1793 et des sans-culottes dès 1789. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, qui est un des seuls à avoir la culture historique qui lui permette de faire le lien, ne s'en prive pas et dit sans cesse qu'il faut refaire la Révolution. D'ailleurs, c'est très intéressant, pour faire la synthèse de vos questions, le bloc mélenchoniste de la présidentielle fait la synthèse de vos questions. C'est-à-dire que les 21% ou 22% de Jean-Luc Mélenchon rassemblent à la fois un peuple musulman des quartiers islamisés, c'est-à-dire il y a 69 ou 75% des musulmans qui ont voté Mélenchon, et une extrême gauche, étudiante ou intellectuelle précarisée, prolétarisée, qui se rassemble derrière Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'est ce peuple authentiquement islamo-gauchiste qui a fait le score de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, c'est celui que, dans mon livre, je me propose de combattre. Je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu d'être le pôle adverse de cette nouvelle gauche et de ce nouveau peuple islamo-gauchiste façonné, forgé par Jean-Luc Mélenchon. Un mot sur la réforme des retraites. Vous avez déclaré le 9 février sur BFM TV que vous approuviez cette réforme. Les 80% de Français qui sont contre n'ont rien compris. Ah non, ils n'ont pas rien compris. Vous savez, moi, dans mon programme de la présidentielle, il y avait le relèvement de l'âge à la retraite à 64 ans. Quand Emmanuel Macron, après avoir, pendant 5 ans de son premier mandat, critiqué cette réforme, vient à cette mesure, je ne vais pas dire « Ah ben non, c'est mal ». Bon, donc je dis « Oui, je suis d'accord avec ça ». Mais dans mon programme, il y avait un ensemble de mesures, c'est-à-dire un ensemble de mesures sur une politique familiale de natalité, une politique de réindustrialisation, une politique même, un début de capitalisation. Vous voyez, il y avait un ensemble de mesures qui donnaient une substance à cette simple mesure comptable de redressement. Et par ailleurs, je me passais mon temps à annoncer des réductions de dépenses, par exemple la suppression de toutes les allocations sociales aux étrangers, qui me permettait une économie de 20 milliards, vous voyez, encore plus que ce que prévoient les mesures de relèvement de l'âge de la retraite de M. Macron. Et en plus, je ne faisais pas comme M. Macron qui dilapide l'argent depuis des mois. Dès qu'il va à l'étranger, on le voit en Afrique, au Maroc, il donne 1 milliard pour le métro marocain. Il va en Afrique noire, il donne des milliards pour, que sais-je, de lutte contre le réchauffement climatique en Afrique. Je veux dire, il dilapide l'argent. Alors évidemment, après, il dit aux Français, eh ben moi, j'ai dilapidé votre argent, mais maintenant vous allez travailler 2 ans de plus pour économiser 15 milliards ou 17 milliards. Bah, les gens sont vent debout, je peux comprendre. Alors, donc c'est lui qui n'est pas légitime, le médium et le message. Moi, je pense que dans le cadre que je viens de vous décrire, je pense que j'aurais été plus légitime pour réclamer ces 2 ans de plus aux Français. Il y a une question tout de même qui se pose. Vous dites que vous économisez 20 milliards avec les étrangers. Dans ce cas-là, pour quelle raison faire la réforme des retraites et pourquoi reculer à 64 ans? Mais parce que, mon cher, nous avons 3 000 milliards de dettes. Et nous payons un État-providence et des dépenses sociales de 800 milliards d'euros. 800 milliards d'euros. Nous sommes les recordman du monde des dépenses sociales. Et nous sommes évidemment les recordman du monde des impôts et des taxes. Donc dans mon programme qui était équilibré, je faisais moult économies et je pouvais ainsi réduire les impôts et les taxes. J'étais le candidat qui les réduisait le plus. Parce que c'est comme ça qu'on réglera la question du pouvoir d'achat, parce que le pouvoir d'achat, c'est d'abord ce que vous laisse l'État après vous avoir ponctionné de partout. Et surtout, parce que le relèvement de l'âge de la retraite, pourquoi je proposais ce relèvement, non pas pour être cruel aux gens, pour leur enlever 2 ans de travail, même si je suis assez choqué d'entendre la NUPES et tous les autres derrière comparer 2 ans de travail à 2 ans de mort. Quand même, il y a des limites. Vous voyez, le travail n'a jamais été la mort. Je pense même que c'est le contraire. Mais c'était dans un cadre de remise de production. Il faut bien comprendre le problème français. La désindustrialisation, la baisse du temps de travail par les 35 heures et par une entrée dans la vie
au travail de plus en plus tardive et une sortie de plus en plus précoce nous empêchent de produire suffisamment. Nous sommes un des pays développés qui produit le moins. Notre industrie ne représente que 10% de la richesse nationale, alors qu'en Allemagne, elle est à 20% et en Italie aussi. Donc nous avons un vrai problème de production. Et pour produire plus, nous devons travailler plus pour gagner plus et pour nous enrichir plus et pour enfin pouvoir baisser les charges pour permettre à nos salaires qui sont trop bas, nos salaires sont trop bas, d'augmenter sans peser sur les entreprises. Vous voyez, c'est tout un ensemble cohérent. Ce n'est pas une petite mesure par-ci par-là qui fait que les gens ne comprennent rien. Beaucoup estiment que la grande gagnante de cette séquence sur la réforme des retraites, c'est Marine Le Pen et qu'elle est désormais la mieux placée pour la prochaine présidentielle. C'est votre avis aussi? Vous savez, d'abord, la prochaine présidentielle dans 4 ans, vous savez, il est temps de se passer beaucoup de choses. Je lis ça parfois. J'avoue que je n'arrive pas très bien à comprendre. Moi, j'ai vu plutôt un Rassemblement national qui était incapable de donner un programme clair sur les retraites. Si vous avez compris la position du Rassemblement national sur les retraites, ben, vous m'éclairerez parce que moi, je n'ai rien compris entre 60 et 62. Elle estime que si elle vient au pouvoir, elle va supprimer cette réforme. Elle remettra quoi 60, 62 on ne comprend rien. Le nombre d'amendements très faible du Rassemblement national montre bien qu'ils n'ont pas grand-chose à dire là-dessus et que quand ils parlent, ils se soumettent idéologiquement à la NUPES, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous entendez les représentants du Rassemblement national, manifestement, ils ont maintenant pris comme spécialité les questions sociales et ils les abordent exactement comme la NUPES et comme la gauche et comme l'extrême gauche. Bon, très bien, c'est une position qui était déjà dans la campagne de Marine Le Pen, la campagne présidentielle, qui va de pair avec, vous avez vu ce qui s'est passé dans le Vaucluse, le fait que cet élu du Rassemblement national qui a inauguré en grande pompe une immense mosquée qui était d'origine turque avec un immense drapeau turc, sans doute financé d'ailleurs par la Turquie. Marine Le Pen n'a pas été scandalisée par cela, elle lui a mis simplement un simple blâme, alors que j'imagine que si cet élu avait voté la réforme des retraites à 64 ans, il aurait été beaucoup plus durement sanctionné. Monsieur Zemmour, aujourd'hui la France se déchire, se divise, mais tout cela autour de revendications sociales. La question identitaire n'apparaît pas encore, selon vous? Non, vous avez raison. Les Français se déchirent autour de questions sociales. Vous avez tout à fait raison. Je pense, moi, que ce sont des questions importantes, évidemment, mais à court terme. Je pense d'ailleurs qu'elles sont mal posées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense que nous devrions poser les questions économiques du grand déclassement, du grand appauvrissement français de façon différente, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je continue de penser que la question la plus pressante à 10 ans, on le voit dans les derniers chiffres donnés de l'immigration de l'INSEE, qui donne un taux d'immigration de 10%, qui n'a jamais été aussi élevé en France. Et si on ajoute, comme le fait l'INSEE, la génération présente et les 2 générations qui précèdent, on a un taux d'immigrés de 19 millions de gens, 30% de la population française. À partir de quand on n'est plus immigré? À partir de quand on n'est plus immigré? Oui, vous remontez à 2 générations. Statistiquement, on n'est plus immigré à partir du moment où on n'est pas né à l'étranger. C'est comme ça. Les statistiques, qu'est-ce qu'un immigré? C'est quelqu'un qui est né à l'étranger. Vous remontez à 2 générations. Je remonte à 2 générations quand les gens ne s'assimilent pas. Si vous voulez, d'abord, la statistique est claire. L'INSEE dit on est immigré à partir du moment où on est né à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas français. D'ailleurs, il y a des immigrés qui sont naturalisés français. Je crois que sur les 7 millions d'immigrés, il y en a 2,5 millions qui sont de nationalité française. Ce n'est pas incompatible avec le fait que nous avons une immigration de plus en plus arabo-africaine. On voit les pays en tête, c'est l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et quelques pays africains qui ont largement supplanté désormais les Européens, dont les Portugais, voire les Asiatiques, et qui en plus s'assimilent de moins en moins, mais c'est lié d'ailleurs. Plus ils sont nombreux et plus les conditions de l'assimilation deviennent impossibles. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a de plus en plus de femmes voilées, vous avez vu dans les chiffres donnés par l'INSEE, et il y a une natalité bien plus importante chez les femmes maghrébines et africaines, à plus de 3,5 enfants par femme, que chez les femmes françaises, la moyenne étant à 1 enfant, 7, même pas 2 enfants par femme, en moyenne.
Pareil pour le travail. Vous avez 40% des Algériens qui ne sont pas au travail, ni en formation, ni à la retraite. C'est un taux énorme. Vous avez 13% des étrangers qui sont au chômage, contre 7% des Français. Vous avez, un chiffre que je vous cite, 40% des ménages algériens qui sont en HLM. Donc vous voyez, il y a toute une évolution, un contexte sociologique, économique, culturel, qui fait que nous avons des gens de plus en plus nombreux qui sont de moins en moins assimilés, mais parce qu'avec le nombre, on ne peut plus s'assimiler. On reste dans son univers culturel d'origine. Un mot sur l'Ukraine. Si vous étiez à l'Élysée, où est-ce que vous placeriez le curseur de l'aide à l'Ukraine? Vous savez, j'ai l'impression que Emmanuel Macron dit tout et son contraire, et donc c'est très compliqué de le suivre. Et moi, je pense qu'il faut d'abord penser à l'intérêt de la France. C'est un conflit complexe, c'est un conflit terrible, c'est un conflit cruel sur le sol européen, entre Européens. Nous devons donc tout faire à la fois pour protéger la nation ukrainienne qui, on le voit bien dans ce conflit, est en formation, et en même temps ne pas éloigner davantage encore qu'elle ne l'est la Russie de l'ensemble européen. On voit aujourd'hui que nous sommes en train de recréer une nouvelle guerre froide avec un ensemble occidental et un ensemble sino-russe rejoint par l'Iran, rejoint aussi par des pays du Sud, rejoint par l'Inde, donc des gens qui représentent 2, 3 milliards d'habitants, 4 milliards avec des pays d'Afrique. Finalement, c'est l'Occident qui va se retrouver isolé. Donc je pense que là, le rôle de la France, c'est justement de sortir de cet affrontement des blocs. De quelle manière elle pourrait sortir? En parlant à tout le monde. Je pense qu'il faut parler à tout le monde. Emmanuel Macron l'a dit très bien d'ailleurs. Il a dit à un moment, est-ce que la Turquie doit être la seule à pouvoir parler à la Russie? Non, la France doit parler à tout le monde. Nous devons évidemment aider avec nos alliés occidentaux l'Ukraine, mais nous devons aussi trouver vous savez, les moyens d'un dialogue entre tous les deux belligérants. Emmanuel Macron a longtemps parlé avec Vladimir Poutine. Il devrait le faire à nouveau. Mais il n'a jamais cessé de le faire, vous savez, je pense. Maintenant, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est la guerre qui s'impose. Vous savez, Clausewitz nous l'avait dit bien avant, c'est la montée aux extrêmes, la guerre. Donc ça va devenir de plus en plus dur et cette guerre risque de s'éterniser pendant des années, alors que ce sont des Ukrainiens et des Russes qui meurent, donc des Européens. Une autre question d'actualité, la Convention citoyenne sur la fin de vie a rendu son rapport hier. Emmanuel Macron fait des annonces ce lundi. Les membres de cette convention se prononcent pour le suicide assisté et l'euthanasie. Quelle est votre opinion sur le sujet? Écoutez, je vais sur ce sujet, je vous avoue, avec une grande prudence, une grande délicatesse pour deux raisons. D'abord parce que j'ai connu cette situation. J'ai eu une mère qui s'est dégradée de plus en plus année après année dans les dernières années de sa vie. Donc je sais ce que c'est qu'avoir quelqu'un qui n'a plus vraiment toute sa tête, qui ne sait plus parler, qui n'arrive plus à marcher. Vous voyez, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur pour elle, évidemment, mais on ne sait jamais le degré de conscience que ces gens-là ont. Et pour, évidemment, ceux qui restent, les enfants, le mari, en l'occurrence, etc., etc. Donc, j'y vais vraiment à pas compter, je vous avoue franchement. Je ne suis pas enthousiasmé, c'est une litote, par la notion ni de mourir en dignité, comme si il y avait des morts qui étaient indignes. Et deuxièmement, je suis très dubitatif sur la notion de suicide assisté, parce que où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête? Moi, je pense qu'il faut absolument réduire et supprimer, si possible, la souffrance physique, mais que je me méfie beaucoup quand on commence à me dire que les gens vont être autorisés à se suicider. Où est-ce que ça s'arrête? Où est-ce qu'on les assiste? Quand est-ce qu'on les assiste pas? Les médecins d'ailleurs ne veulent pas de sa responsabilité et je les comprends. C'est contraire à leur serment d'Hippocrate. Vous voyez, moi j'irais avec les deux pieds sur le frein sur cette question. Une question un petit peu plus légère. Emmanuel Macron qui accorde une interview à PIF, Marlène Schiappa qui va faire la une de Playboy. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, ça m'amuse parce que tous ces gens qui parlent de modernité, d'avenir, qui me reprochaient soi-disant de vivre dans le passé, vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle,
ne répondent qu'à des journaux de notre adolescence, des années 70. Pif Gadget, c'était le journal qu'on achetait quand on sortait de l'école, Vous l'achetiez avec le gadget, mais bien sûr, je m'en souviens très bien des gadgets, comment fabriquer un haricot, etc., etc. C'était très drôle. Et vous saviez à l'époque que ça appartenait au Parti communiste? Ça, je le savais pas, mais on s'en moquait. Maintenant, avec le recul, je comprends bien certaines histoires qui étaient assez engagées, mais honnêtement, on adorait. On pouvait lire à la fois le journal de Mickey, l'Amérique, et puis Pif Gadget, le journal du Parti communiste. Et puis je vois que Madame Schiappa, elle, répond à Playboy. Je ne savais pas que Playboy existait encore. Donc voilà, ça aussi, vous savez, c'est des provocations à 2 balles. C'est rien du tout. C'est des fausses provocations. C'est des agitations pour essayer de détourner l'attention des vrais problèmes. Monsieur Zemmour, on va parler un petit peu de votre livre. Je n'ai pas dit mon dernier mot, qui est en tête des ventes. Hein, c'est un très grand succès de librairie. Vous consacrez un chapitre de votre livre à votre ami Michel Onfray, votre bras gauche. C'est comme ça que vous le qualifiez. Le même Michel Onfray a accordé une préface à un autre livre, celui de Jacqueline Moureau, qui est une ancienne gilet jaune qui vous a suivi pendant un certain temps. Et dans cette préface, il affirme que vous n'avez qu'un seul bras, le droit. Et il vous accuse de cynisme et dit que votre campagne était humainement triste, minable, pitoyable. Vous avez de drôles d'amis tout de même? Comme vous dites, vous savez, comme disait Charles Pasqua, avec des amis comme ça, j'ai pas besoin d'ennemis. J'en ai d'autres. C'est l'intérêt de la présidentielle, c'est que ça révèle les caractères. Ça révèle les tempéraments, ça révèle aussi les utilités. Vous savez, il y a des gens qu'on croit qui vont être utiles et qui se révèlent inutiles. Et puis il y a des gens qui se révèlent travailleurs, volontaires, utiles à la campagne, avec l'esprit amical et collectif. Bon, les autres, non. Vous savez, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils me reprochent tous ces gens en vérité, au fond? C'est d'avoir perdu. Si j'avais gagné, vous savez, Jacqueline Moureau me tressait des louanges la veille du 10 avril. Michel Onfray, en janvier, retrouvait ses déclarations. Il disait que j'avais posé la vraie question, qui était la question de l'identité. Et Gilbert Collard, Jean Messia? Mais c'est exactement la même chose. Vous savez, une campagne présidentielle, c'est un monde darwinien. J'ai compris ça avec la présidentielle, une des choses que j'ai comprises. C'est-à-dire que c'est un monde où les meilleurs se révèlent, et puis il y a des gens qui se révèlent, je vous répète, inutiles, vains. Et ces gens-là, après, pour se consoler de leur inutilité, écrivent des livres pour démolir celui qu'ils ont cru, qu'ils ont porté sur le pavois. C'est triste, mais c'est humain. Parmi ces gens inutiles, il y a également Jérôme Rivière, qui fut également le premier membre du Rassemblement national à vous rejoindre, la première personnalité député européen, donc une personnalité importante. Et avec Jacqueline Jouot, ils dressent tous les deux un constat commun dans leur livre, en racontant à peu près les mêmes scènes et de la même façon. Ils vous présentent comme un homme sous influence de votre compagne, Sarah Knafo. Rivière vous compare même aux hommes faibles, entre guillemets, que vous fustigez dans le Suicide français. vous êtes un homme faible sous influence, monsieur Zemmour? Ah, vous savez, c'est drôle la vie. J'ai commencé la campagne présidentielle, on a passé notre temps, et même les gens du Rassemblement national jouaient à ce petit jeu, à me fustiger comme un affreux macho qui méprisait les femmes, leur intelligence, leur rôle politique et autres. Et je finis la campagne avec des gens qui me reprochent d'être une marionnette d'entre les mains d'une jeune femme de moins de 30 ans. Vous voyez, il faut choisir. Je sais que le principe de non-contradiction n'est plus à l'heure dans l'Occident, mais enfin, il y a des limites à tout. Vous savez, j'ai été journaliste politique et je me souviens que Jacques Chirac subissait exactement les mêmes critiques après sa défaite de 1988. Il était pareil, un homme sous influence de ceci, de cela, et il était faible, et ceci, et cela. Bon, il a fini président de la République, réélu. Je me souhaite le même destin. Alors, dans votre livre, vous mentionnez l'erreur qui vous a coûté le plus cher, le refus d'accueillir les réfugiés ukrainiens, mais vous accusez Jérôme Rivière de vous avoir encouragé dans cette voie. Rivière, lui, il a un autre souvenir, il aurait tenté de vous dissuader. Alors, qui dit vrai? Écoutez, je n'accuse pas, je dis factuellement les faits. Donc, s'il dit le contraire, c'est un menteur. Voilà, on arrête là avec Jérôme Rivière. Maintenant, le reste, moi je prends mes responsabilités. Je l'ai fait. C'est moi le responsable, c'est moi le candidat. Vous savez, cette histoire des réfugiés ukrainiens, j'ai déjà expliqué que je suis allé contre mon intention première, parce que j'ai voulu être pédagogue, j'ai voulu expliquer aux Français que s'ils accueillaient les réfugiés ukrainiens, on leur dirait immédiatement, mais pourquoi, d'ailleurs c'est ce que font les associations de défense des migrants, pourquoi vous n'accueillez pas les Syriens et pourquoi vous n'accueillez pas les Afghans? D'ailleurs c'est ce qu'on fait. Donc voilà, je voulais simplement leur dire cela.
Maintenant, je pense que ça m'a coûté des points, oui, mais c'était dans le cadre plus large de la guerre en Ukraine qui a percuté la campagne présidentielle et qui a détourné la campagne de ce qui me paraissait le plus essentiel, c'est-à-dire le grand remplacement des peuples venus du Sud. C'est-à-dire qu'on a détourné vers l'Est la menace qui, en vérité, vient du Sud. Et ça a complètement faussé la campagne présidentielle. Voilà ce que je dis. Alors, parmi les gens qui vous ont quitté, évidemment, la plupart... Vous leur apportez bien d'importance. Oui, bah, une importance bien excessive. Il y en a quand même un certain nombre. Non, il n'y en a pas un certain nombre. Il y en a quelques-uns. Parmi ces gens-là, ils disent la même chose. Ils disent à peu près tous que vous exhalez une forme de mépris pour les petites gens, ceux qui n'ont pas de culture. Alors, est-ce que vous comprenez, non pas la vérité du reproche que vous allez nier, mais pourquoi tous ces gens disent la même chose? Mais parce qu'ils répètent ce que disent les médias. Ils répètent ce que disent mes adversaires. C'est très facile, vous savez. Une campagne présidentielle, c'est un affrontement. Donc on sort n'importe quoi sur les gens. Donc quand on croit qu'on a trouvé quelque chose, eh ben, on l'agite et tout le monde le répète comme des petits moutons. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous savez, cette antienne de « il aime la France mais pas les Français », on me l'a fait dès le début. J'ai peut-être eu tort d'ailleurs de le prendre par le mépris en disant, et c'était la vérité, vous pouvez aller voir les images de l'INA sur la campagne présidentielle de 1965, on reprochait déjà ça au général de Gaulle. Bon, voilà, vous savez, qu'est-ce que il y a de plus fort comme amour des Français que de vouloir les préserver et les sauver de leur disparition et de leur remplacement par des peuples qui les vomissent et qui les détestent. Moi, je ne connais pas, excusez-moi, ce n'est pas lutter contre le relèvement de l'âge de la retraite qui est plus fort que cela. Aimer les Français, c'est vouloir les sauver, parce que c'est ça le danger le plus grave qui les menace. D'ailleurs, il y en a des Français qui le comprennent et des Français de toutes les catégories sociales. Le reste, c'est comment dire, de l'ingratitude minable. Mais c'est pas grave, vous savez, je vous dis, encore une fois, c'est l'humanité, c'est la réalité des campagnes électorales, de la politique et des campagnes présidentielles. Alors, vous parlez des médias, vous consacrez un chapitre de votre livre aux médias que vous rendez responsable de votre défaite. Ça a été mes plus farouches adversaires. Or, Éric Zemmour, dès le début et même largement avant votre entrée en campagne, on vous a vu partout. C'est un argument que j'entends partout. Mais je vais y répondre. C'est très simple. Ce n'est pas incompatible du tout. Je ne disconviens nullement que j'ai été largement médiatisé avant le début de la campagne, dans la pré-campagne, puis dans la campagne. C'est pas du tout ça que je le dis. C'est pas la même chose. Je dis simplement que on peut me voir à la télévision, je peux m'exprimer, je suis invité, vous avez tout à fait raison, et j'ai pu m'exprimer largement. Sauf que quand je ne suis plus là, c'est quand même, pardonnez-moi, 90%, 95% du temps d'antenne, vous êtes d'accord avec moi, et des journaux, et des médias, etc. Et bien là, se déversent des tombereaux d'injures, d'insanité, de mensonges, d'exagération, de critiques, d'assimilation à l'extrême droite, au fascisme, au racisme, à la misogynie, à l'homophobie. Ça, c'est tout le temps quand je ne suis pas là. Donc il y a un effet, si vous voulez, de sidération. Quand les gens m'entendent, quand les gens m'écoutent, je crois légitimement pouvoir dire que j'en convainc beaucoup. Mais dès que je ne suis plus là, et c'est, je vous répète, 95% du temps médiatique, là les gens sont abreuvés de contre-vérités et de mensonges sur moi. Par ailleurs, je raconte en détail dans mon livre comment les méthodes des médias pour dénigrer, pour délégitimer et même pour falsifier ce que j'aurais fait le mieux. Je raconte comment mon meeting du Trocadéro, qui était un succès énorme, le plus grand meeting de la campagne présidentielle, le plus grand depuis d'innombrables campagnes présidentielles. Au Trocadéro, j'ai réuni plus de personnes que Fillon en 2017 et plus même que Nicolas Sarkozy en 2012. C'est pas rien quand même. Et bien tout ça, les médias en ont retiré qu'il y avait une centaine de gamins qui avaient crié Macron assassin. Et on m'a pourri la suite
du meeting par cela. J'ai multiplié les exemples. Je raconte comment on a dénaturé mes propos sur les enfants handicapés, comment c'est devenu quasiment quelque chose de criminel, alors que même aujourd'hui, M. Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale, dit que l'inclusion ne marche pas pour les enfants handicapés et que c'est exactement, reprend quasiment au mot près ce que je disais. Mais là, on ne lui dit rien et on ne l'insulte pas, on ne le compare pas à Hitler, comme l'a fait Daniel Cohn-Bendit, qui a prétendu que j'étais pire qu'Hitler, puisque Hitler avait renoncé à tuer les handicapés. Vous voyez, c'est ça une campagne présidentielle. C'est pas seulement quand je suis là. Hein. Malheureusement, la plupart du temps, je ne suis pas là. Et là, les médias sont d'une partialité. Par ailleurs, ils ont voulu absolument inventer une primaire d'extrême droite pour me catégoriser là-dedans, alors que moi, je ne suis pas d'extrême droite, je suis de droite. Voilà, je suis de droite, je suis de tradition gaulo-bonapartiste, comme on disait dans mes cours de sciences politiques. Je suis de l'ancien RPR. Je ne viens pas du Rassemblement national. Je ne suis pas un dissident du Rassemblement national. Le Rassemblement national est d'extrême droite? Le Rassemblement national, il y a de tout. Le Rassemblement national, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens, d'ailleurs je raconte comment des effluves d'antisémitisme remontaient à la surface à propos de ma campagne. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. En tout cas, Marine Le Pen pousse vers un positionnement à gauche sur les questions sociales, même sur les questions identitaires. Voilà, il y a un peu de tout. Alors, dans votre livre, page 103 exactement, il y a un chapitre sur vos meilleurs copains, c'est vous qui les baptisez ainsi. Et alors là, les tacles volent bas. Vous citez notamment Christian Estrosi, le maire de Nice, qui dénonçait en 2016, je vous cite, la 5e colonne islamiste avant de monter dans le train de Macron et de tonner contre les racistes et les fascistes. Vous mettez en doute sa sincérité? Ah oui. Je ne sais pas si ça existe pour lui ce mot. Estrosi, je le connais depuis 20 ans. Vous savez, à l'époque, en 98, il voulait un accord avec le Rassemblement national pour les régionales. Puis, il a évolué vers le centre. C'est en fait un concentré des RPR que je dénonce. Ils démarrent leur carrière avec Pasqua et ils finissent avec Juppé. Simplement, comme Estrosi est un ancien pilote de course, il va plus vite à l'essentiel et il finit là où ils finissent tous. Voilà la réalité de M. Estrosi. Alors, il y a Éric Ciotti également, qui, dites-vous, dissipait mes hésitations et mes craintes de candidat potentiel. Vous dites donc qu'il vous a encouragé à vous présenter? Ben oui. Pendant l'été 2021, j'avais en contact Éric Ciotti très souvent. D'ailleurs, il a été très bien pendant la campagne des primaires. Ça l'a servi d'ailleurs, puisqu'il a fait campagne largement sur mon nom. Il le reconnaissait lui-même. Il me le disait d'ailleurs lui-même en privé. Il a annoncé qu'il voterait pour moi au second tour si je me retrouvais, comme le disaient les sondages, face à Emmanuel Macron. Il a changé d'avis après? Ah, je ne sais pas s'il a changé d'avis. En tout cas, manifestement, c'est pour cela d'ailleurs que je n'avais pas présenté de candidat contre lui lors des législatives en mai-juin de l'année 2022. Vous en aviez parlé avec lui? J'en avais pas parlé avec lui, c'était normal, je trouvais ça normal. Je pensais qu'il faisait un pas vers moi, en annonçant qu'il voterait pour moi, qu'il faisait un pas stratégique vers cette union, cette coalition des droites que j'appelle de mes voeux. Je remarque, vous avez raison, que depuis qu'il est élu président de LR, il se rétracte à vitesse grand V. Vous avez tout à fait raison. C'est la malédiction de LR dont je parlais pour Estrosi et pour d'autres. Donc, qu'est-ce que fait maintenant M. Ciotti? On le voit bien qu'il va vers le centre, vers Emmanuel Macron. Peut-être prépare-t-il un accord avec Emmanuel Macron. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'à Nice, je crois que j'ai fait 14% à la présidentielle. Ce n'est pas rien. J'ai, avec Philippe Vardon, le groupe principal de l'opposition au maire dans la ville de Nice. Élu sous l'étiquette du Rassemblement national. Pardon? Élu sous l'étiquette du Rassemblement national. Bien sûr, mais désormais, il est à Reconquête. Donc, il se présentera sur l'étiquette de Reconquête pour la prochaine municipale. Et 14% dans une présidentielle, ce n'est pas rien. Je crois que dans la circonscription de M. Ciotti, je représente 15%. Tout cela, bien sûr, aura des candidats. Et on se comptera, si vous voulez. Si en plus M. Ciotti va avec Emmanuel Macron, écoutez, les choses se clarifieront. Et une fois de plus, je vous le répète, la malédiction de LR aura été éprouvée. Vous racontez un épisode assez étonnant, a priori, page 145. Vous racontez un coup de fil d'Éric Ciotti qui vous détaille par le menu, c'est votre expression, le bureau politique des Républicains. J'aimerais comprendre quelle était, à ce moment-là, en tout cas, la nature exacte de vos relations. Est-ce que c'est une relation amicale ou est-ce que c'est une relation, comment dire, un peu plus complice? Les deux, mon général.
C'est à la fois, je suis un vieil ami d'Éric Ciotti, je le connais depuis des années, vous savez, comme je connais la plupart des dirigeants de LR, j'ai connu leurs aînés, j'étais ami avec Charles Pasqua, j'étais ami avec Philippe Séguin, j'ai écrit des livres sur l'histoire du RPR, sur la dérive du mouvement gaulliste. Vous voyez, je suis, je crois, sans prétention, un spécialiste de cette mouvance politique. Et en plus, c'est ma famille politique. Bon. Maintenant, oui, j'étais ami, complice, appelez-le comme vous voulez. Voilà, avec Éric Ciotti, on se voyait régulièrement. Bon, donc, il m'appelle, d'ailleurs sur un ton assez rigolard, c'était assez bon enfant, et il me racontait comment les bureaux politiques de LR étaient devenus des séances de procès permanents d'Éric Zemmour. Donc, il me racontait comment Rachida Dati, Jean-François Copé étaient parmi les procureurs les plus virulents. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit la vérité. Alors, dans votre livre, vous avez des mots assez durs sur Marine Le Pen et ses conseillers que vous accusez d'antisémitisme, vous venez de le rappeler. Et cependant, Guillaume Pelletier lançait la semaine dernière encore un appel aux Républicains d'une part et au RN d'autre part pour une coalition des droites. J'ai envie de vous dire, vous avez une drôle de façon de tendre la main. Mais c'est marrant que... On dirait que les journalistes ne connaissent pas leur histoire politique. Pardonnez-moi, mais j'entends cette question tout le temps. Peut-être parce qu'elle est fondée? Non, peut-être parce que vous répétez tous en boucle ce que disent vos confrères. Je vous invite à plus de discernement. Je vais essayer de vous aider. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez différents courants politiques avec différentes sensibilités, à droite comme à gauche. Vous voyez bien qu'à gauche, il y a les écologistes, il y a LFI, il y a le Parti communiste, il y a le Parti socialiste. Tous ces gens, pendant les campagnes, se tapent dessus, légitimement, parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité, même s'ils se reconnaissent dans un ensemble qu'ils appellent la gauche. Et intelligemment, M. Mélenchon, qui a gagné la primaire à gauche lors du premier tour de la présidentielle, a tendu la main et a fait fi de ces affrontements verbaux qui étaient très violents aussi, pour faire un rassemblement qui leur a permis de venir en force et en nombre à l'Assemblée nationale. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Nous avons là aussi des sensibilités différentes. Vous voyez bien que LR, c'était plutôt le parti de la rigueur économique, même si on a vu avec les retraites que cette tradition partait en fumée, mais c'est leur problème. Vous avez, avec le Rassemblement national, un parti qui devient de plus en plus un parti de la spécialité sociale, avec une sensibilité sociale, même socialiste, et qui occulte toutes les autres. Très bien. Moi, je veux incarner une droite civilisationnelle, identitaire, qui défend la civilisation française assiégée par l'islam et par les populations venues du Sud. Voilà, c'est des sensibilités différentes. Ça ne veut pas dire que tous ces gens ne peuvent pas s'accorder. On se compte au premier tour, et même avant, et on s'accorde. C'est ce qu'a fait la gauche. On peut se taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord, c'est la politique. La politique est d'abord conflit, la politique est... chacun pense qu'il a raison. C'est humain, et c'est bien, et c'est sain, c'est la démocratie. Et après, si on a un objectif en commun, ben on s'entend pour être plus fort. C'est ce qu'a refusé et Mme Le Pen et LR. Madame Le Pen ne pense qu'à ma mort politique et LR ne pense qu'à sa survie politique. Vous voyez, on est dans quelque chose d'existentiel. Donc moi, je trace ma route. Je continue de penser que la meilleure solution serait une coalition des droites. J'ai bien compris que personne n'en voulait. Je dis aux électeurs de Reconquête, de LR, du Rassemblement national, si vous voulez cette coalition des droites, votez pour Reconquête, car nous sommes les seuls, à la vouloir, et que si nous sommes en position de force, nous pourrons l'imposer aux autres. C'est à eux de choisir après, c'est aux électeurs de choisir. Donc voilà, et pour qu'ils choisissent, nous devons leur montrer que nous sommes les meilleurs et ceux qui défendent le mieux la civilisation française et leurs opinions. Après, c'est à eux de choisir. Ça s'appelle la démocratie. Alors, pardon, un des derniers chapitres de votre livre est intitulé Mea culpa, c'est important. Et vous listez un certain nombre d'événements. Votre visite au salon Millipol, vous avez fait mine de viser des journalistes avec une arme. C'était une blague de garnement, dites-vous. Votre visite sur les lieux du massacre du Bataclan, un prétexte inutile donné aux médias de dénoncer votre brutalité. Vos propos sur les enfants handicapés, une phrase sortie de son contexte par les journalistes. Bref, Éric Zemmour, vous vous sentez responsable d'absolument rien dans votre échec? Ah non. Alors attendez. Ah, c'est une bonne question. Je reconnais, comme vous l'avez dit, un certain nombre d'erreurs que je ne referai pas. J'essaie de les expliquer. Ce que vous avez dit, c'est pas, je ne me justifie pas. J'essaie de les expliquer aux gens pour qu'ils comprennent tout. Vous savez, j'ai remarqué que comme les médias
donne une version tronquée de ce que je fais. Je le raconte pour les enfants handicapés. Ils ne m'ont jamais interrogé. Ils ont invité les journaux télévisés de 20h, de TF1 et de France 2, ont invité la ministre du Handicap qui a pleuré en direct sur son enfant handicapé, comme si j'avais voulu lui faire du mal. Et moi, ils ne m'ont jamais donné la parole, en disant à mes équipes, on ne va pas parler des handicapés toute la semaine. Donc j'avais compris qu'ils voulaient uniquement m'abattre avec cette question. D'ailleurs, j'ai perdu dans les sondages, dans la semaine qui a suivi, 3 ou 4 points. C'est vous dire que c'est efficace. Quand je dis que ce sont les médias qui m'ont battu, c'est efficace, leur méthode. Bon. Maintenant, c'est de ma faute, entre guillemets, c'est-à-dire que je n'aurais pas dû dire ça, pas comme ça, et j'aurais dû être plus prudent. D'accord. Il n'empêche que je pense, et d'ailleurs, encore une fois, les sondages le prouvent, que ce ne sont pas mes erreurs qui ont causé ma défaite. Vous comprenez la nuance? Ça veut dire que je suis responsable et coupable de mes erreurs, mais je pense que oui, c'est la guerre en Ukraine qui a changé la donne, qui a percuté la présidentielle et qui a changé complètement la donne. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que le 23 février, à la veille de l'attaque russe sur l'Ukraine, le 24 février, je le raconte, les gens qui voudront avoir le détail de tout cela pourront me lire, je suis dans les sondages au second tour. J'ai dépassé Madame Pécresse et j'ai dépassé Madame Le Pen. Donc vous voyez que même mes erreurs qui m'ont coûté à chaque fois des points, mais j'ai pu remonter parce que les gens entendaient mon discours et comprenaient le danger qui les guettait. Voilà. Vous nous dites, Éric Zemmour, je trace ma route. Dans 4 ans, est-ce que vous vous sentez prêt à repartir à la bataille ou est-ce que vous pourriez céder votre place à quelqu'un d'autre, à une femme, par exemple, Marion Maréchal? Écoutez, j'ai beaucoup d'affection pour Marion Maréchal, qui nous a rejoints. Vous voyez, c'est le contraire des gens dont j'ai parlé tout à l'heure, comme Guillaume Pelletier, qui vient, lui, de LR, qui est ancien numéro 2 de LR, comme Nicolas B. Vous voyez, c'est des gens qui, eux, travaillent, sont à la fois amicaux et efficaces. Donc, vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour Marion Maréchal. Maintenant, dans 4 ans, c'est loin, vous savez. Pour être candidat à la présidentielle, c'est très dur, maintenant je le sais, et Marion le sait aussi. Donc nous verrons. Moi, comme je vous ai dit, je trace ma route, j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui me restent fidèles, malgré la défaite. Les gens que j'ai rencontrés hier dans le Var restent fidèles, ils sont toujours là. Les gens que je vais voir à Nice aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a vraiment un lien très solide entre ces gens-là. Il y a, je vous répète, 2,5 millions de personnes qui ont voté pour moi. Il y en a beaucoup plus qui ont pensé voter pour moi pendant la présidentielle. Et puis, les circonstances ont fait qu'ils ont changé leur vote au dernier moment, parfois 5 minutes avant de rentrer dans l'isoloir. Beaucoup de gens m'ont raconté cela. Donc, vous voyez, ça se joue à rien, une présidentielle. Donc voilà, donc nous verrons dans 4 ans, beaucoup de temps se sera passé et je déciderai à ce moment-là. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Mais merci à vous.